Le printemps des mathématiques. Un podcast en partenariat avec l'association Les Maths en Scène. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans le cadre d'un partenariat avec l'association Les Maths en Scène, association organisatrice du Printemps des mathématiques qui se tient cette année du 13 mars au 25 avril, nous vous proposons un podcast avec des acteurs et des actrices de cet événement. Et aujourd'hui, nous sommes avec Chloé Brault, chercheuse au CNRS, spécialiste en intelligence artificielle à Toulouse. Bonjour Chloé Brault. Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Alors vous êtes chargée de recherche à l'IRIT, l'Institut de recherche en informatique de Toulouse, et membre de l'ANITI, Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute, en tant que chercheuse spécialisée en traitement automatique des langues, un domaine qui combine des compétences en informatique, en linguistique et en mathématiques appliquées. Vos travaux portent principalement sur l'analyse automatique du discours, une branche du traitement automatique des langues. Mais avant d'aller plus loin sur ces questions-là, puisqu'évidemment il va falloir nous expliquer tout ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours ? Comment passe-t-on des maths et des lettres à l'intelligence artificielle ? Parce que je crois que savoir, vous avez quand même un parcours académique atypique, puisque vous avez mêlé sciences et lettres, et vous avez même un DUG en langue et littérature française, et une licence spécialisée en français langue étrangère à la Sorbonne. Expliquez-nous tout ça. Oui, alors moi, bizarrement, je veux faire de la recherche depuis que je suis très jeune, en fait. Je savais que je voulais faire de la recherche, mais je ne savais pas dans quel domaine. Et j'ai toujours été passionnée de sciences, mais aussi de littérature. Mais je suis partie au début dans les sciences donc dites dures. Donc effectivement, j'ai fait une classe préparatoire en mathématiques. Et puis, ça m'a pas vraiment convenu. Et je suis partie effectivement en fac de lettres, en littérature. Je pense pour travailler aussi sur un sujet plus humain. Donc voilà, je me suis intéressée au langage. Et là, j'ai effectivement un petit peu changé de voie dans ces aspects-là. Mais j'ai découvert la linguistique au fur et à mesure, et là, j'ai eu des profs vraiment géniaux qui m'ont parlé du domaine du traitement automatique des langues que je connaissais pas du tout avant. Et ce domaine-là, j'ai vu que j'allais pouvoir y mêler mon goût justement pour les mathématiques et mon goût pour l'étude du langage. Et puis bon aussi, je suis fan de science-fiction depuis toujours, et donc je me suis dit que ce serait le domaine où on pourrait créer peut-être un robot qui parle. D'accord. Ouais, c'est la question que j'allais vous poser, puisque vous dites que vous avez été très attiré par la littérature. C'est la littérature de genre, c'est-à-dire la science-fiction en particulier ? Non, c'était toutes les littératures. C'était vraiment l'idée de ce que les humains font avec la langue quand ils produisent des œuvres littéraires. C'est leur rapport au monde, etc. D'accord, très bien. Alors, je l'ai dit, vous travaillez à l'Institut de recherche en informatique de Toulouse et puis aussi à l'ANITI. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces deux entités, plus particulièrement l'ANITI, parce que ça paraît très impressionnant comme ça. Il faudrait quand même qu'on sache de quoi ça recouvre. L'IRIT, lui, c'est une unité de recherche. Donc, c'est ce qu'on appelle en général un laboratoire, un labo, donc avec des tutelles d'Université de Toulouse et du CNRS. Et ça regroupe des enseignants-chercheurs et des chercheurs qui, pour l'IRIT, travaillent sur des domaines très variés de l'informatique. ANITI, c'est pas un laboratoire, c'est un centre multidisciplinaire qui regroupe des personnels académiques mais de laboratoires différents, et aussi des industriels avec une gouvernance qui est équilibrée entre les deux. D'abord, il y a eu le premier ANITI à partir de 2019, donc c'était suite à un appel national, un appel à projet, pour 4 ans. Et puis il y a eu un second appel, cette fois ça s'appelle des clusters IA, pas des centres 3IA. On a fait partie des 4 centres 3IA en 2019, puis aujourd'hui des 9 clusters IA en France, donc qui couvrent différentes thématiques de l'IA, ces 9 clusters. Et ANITI, lui, il a mis l'accent sur ce qu'on appelle l'IA hybride et l'IA de confiance, avec notamment des domaines d'application dans le transport, l'industrie du futur, l'environnement, la santé aussi. Voilà, donc c'est un pôle de recherche avec des industriels, un pôle de formation, un pôle de contribution au monde socio-économique. D'accord, donc en fait, c'est la recherche pure et des applications pratiques, c'est ça ? Voilà, c'est essayer de faire travailler ensemble des académiques et des industriels sur des cas industriels, mais avec aussi un aspect recherche fondamentale qui a besoin d'être présent dans ce genre de centre. D'accord. Alors, vos recherches portent sur l'analyse automatique du discours, on va dire ça comme ça. Il y a plein d'autres petites choses. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cela consiste ? L'un de mes intérêts principaux, disons, c'est de comprendre comment on est capable de se comprendre quand on parle ensemble ou quand on lit quelque chose qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Et pour se comprendre, en fait, on fait des liens entre, disons, les phrases ou les tours de parole, là, quand on a un dialogue. Par exemple, on est capable d'expliciter, de donner un exemple, on va répondre ou on va se contredire, voilà. Donc on a des liens comme ça, et ce qui m'intéresse, c'est effectivement d'arriver à vraiment comprendre le contenu d'une production via ces liens.
c'est pas seulement les tâches qui nous intéressent, c'est aussi la façon dont on les réalise. Donc, moi, j'utilise des méthodes d'apprentissage automatique, donc des méthodes basées à partir d'un ensemble d'exemples où la machine va apprendre à partir des exemples à reproduire une tâche. Donc, par exemple, d'identifier qu'il y a une question, une réponse, voilà. Après, dans ce cadre, il y a aussi des problématiques particulières. Par exemple, travailler avec peu de données. Donc, en fait, quand on dit ça, ça veut dire peu de données qui ont été annotées par les humains et qu'on va donner à la machine. Donc ça, c'est un cadre un peu particulier que je trouve intéressant parce que ça coûte en fait très cher d'annoter des données. Et puis, des cadres applicatifs où c'est le cas. Par exemple, on travaille dans un IT sur des sujets industriels avec de la documentation technique et c'est presque une autre langue, en fait, par rapport à la langue générale qu'on peut trouver dans nos modèles. De façon intuitive, on se dit que la langue des humains, comme les gestes, recouvre toute une création et des messages implicites auxquels la machine ou l'intelligence artificielle, ça dépend comment on l'appelle, ne pourra jamais avoir accès. Est-ce qu'il y a véritablement une dichotomie entre la rigidité informatique et puis la capacité que peut avoir l'homme à faire passer des messages implicites du second degré? Est-ce que ces deux-là peuvent à un moment donné se rencontrer? Les systèmes basés sur des algorithmes d'apprentissage, ils sont censés être robustes, donc ils vont pouvoir normalement s'appliquer à des choses qu'ils n'ont pas vues. Ils vont pas apprendre par cœur les données, mais ils vont apprendre ce qu'on dit à généraliser. Donc nous, par exemple, les humains, on peut créer effectivement une infinité de phrases à partir de notre vocabulaire, mais on va les décomposer un peu de manière similaire. On va créer des nouveaux mots, mais souvent ça va être avec des constructions qui sont toujours les mêmes ou en empruntant d'autres langues. Mais effectivement, enfin, le langage humain est vraiment très complexe et puis surtout, il est vivant, il évolue. Et donc il va se comprendre totalement, en tout cas qu'avec des éléments qui sont effectivement très difficiles à encoder, comme le sarcasme, l'humour et aussi les connaissances du monde qui changent. Quel est votre rapport à la question de l'éthique? Puisque c'est une question qui se pose, on l'a bien vu dernièrement, entre la vision européenne et puis la vision américaine, par rapport à l'usage que vous pouvez faire et puis aussi à vos recherches. Effectivement, enfin, sur les débats autour de Mmh. l'IA entre Américains et Européens, c'est important, comme le fait l'Europe, de mettre des normes sur l'utilisation ou la création d'applications à partir de ces technologies. Et effectivement, on a plein de risques éthiques qu'on voit aujourd'hui. Alors notamment à partir des modèles d'IA générative, c'est-à-dire les modèles qui sont mis à la disposition du grand public, Oui. les Gemini, les ChatGPT, le chat, etc. On voit plein de problèmes éthiques. Alors moi, c'est vrai que ce qui m'intéresse justement, c'est pas forcément de faire une course au plus grand modèle comme on peut le voir au niveau des entreprises américaines, mais plutôt de se poser de la question de qu'est-ce qu'on veut faire de l'IA et comment on veut le faire. Donc d'essayer de faire des modèles qui soient limités au niveau écologique, qui soient frugaux au niveau des données et des ressources computationnelles, hein, pour le côté écologique, qui repose pas sur une annotation humaine qui a été faite dans des conditions un peu précaires, hein, comme c'est le cas pour des modèles type GPT. Voilà, donc d'aller vers des modèles qui sont robustes, qui sont explicables, ça c'est vraiment les buts d'Anity, d'avoir une IA qui va être acceptée dans la société parce qu'on aura mis les verrous qu'il faut Ouais. pour éviter des dérives. Ouais, ouais. J'en parlais au tout début de cette émission. Vous êtes membre, alors membre récent hein, des Maths en scène, l'association qui organise le printemps des mathématiques. C'est important pour vous d'avoir un accès à l'éducation populaire ou en tout cas une vulgarisation de la science comme peuvent le proposer les Maths en scène? Oui, oui, je pense que c'est très, très important justement de démystifier un petit peu la magie qu'on peut voir derrière ces modèles et de faire comprendre ce qu'on peut en attendre et ce qu'on veut en faire, ce qu'on peut en faire. Et donc Matansan, oui, je l'ai découvert récemment parce qu'ils avaient fait une activité robotique près de mon domicile, donc pour les enfants. Et c'est vrai qu'ils proposent plein d'actions pour les scolaires, bien sûr pour le grand public, mais c'est vrai que moi, bon, peut-être parce que aussi je suis maman, ces actions envers les plus jeunes, j'ai trouvé que c'était vraiment important et intéressant avec une approche donc des mathématiques, mais aussi des domaines qui sont liés, hein, comme l'IA, qui est faite de manière ludique, ce qui est vraiment plus efficace pour ces tranches d'âge. Donc c'est des actions d'association me paraissent vraiment intéressantes et j'essaye de les soutenir donc comme je peux. Donc Anity, et j'en suis ravie, soutient financièrement le Printemps des maths. Mais je pense que c'est vraiment des actions nécessaires pour qu'on arrive à discuter tous ensemble en société de ce qu'on veut faire des différents progrès et que pour ça, effectivement, il faut former, il faut informer, il faut continuer la vulgarisation et la diffusion des
des savoirs, Et des quel, connaissances. quel regard vous portez sur la façon dont, par exemple, dans les médias ou même au sein de l'éducation, on a à aborder la question des sciences et plus particulièrement la question de l'intelligence artificielle? Quel regard vous portez? Est-ce qu'on a véritablement pris conscience à la fois des enjeux, mais aussi de la façon dont on avait à aborder ces questions-là? Alors, je pense qu'on en parle beaucoup de Hmm. l'IA. Je suis pas sûre Pas que forcément de tout la le monde meilleure ait accès à manière. une information claire, voilà. Ouais. Après, il faudrait qu'il y ait plus peut-être une culture aussi de la science en général, hein, pas que de domaines précis, mais pour que les personnes aient un esprit plus critique sur leur utilisation de ces outils. Ouais. Que générer un texte, ça peut être drôle, mais que ça a un coût écologique et que ça peut, aussi être du texte qui est généré avec des erreurs parce que ces modèles-là sont pas, sûrs. Et ça, il faut avoir un esprit critique sur ce qu'on est en train de faire et sur l'outil qu'on utilise. C'est pas de la magie, ça marche pas parfaitement, il faut le savoir pour pouvoir, après y réfléchir et l'utiliser correctement. Il y a quelque chose que je ressens moi-même, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'attirance et en même temps une peur, c'est-à-dire on est toujours un peu étonné en bien des avancées comme ça technologiques que peuvent proposer l'intelligence artificielle et dans le même temps, ça nous fait un petit peu peur. Vous avez ce sentiment-là, vous aussi, lorsque vous êtes en recherche, ou est-ce que vous avez dépassé ce stade? Bon, enfin la peur, qu'on peut avoir, c'est sur des utilisations malveillantes, Mhm. de l'intelligence artificielle et ça effectivement on l'a tous et on l'a déjà depuis longtemps parce que des utilisations pour du profilage ou, pour diffuser de la fausse information, ça fait longtemps que ça existe donc c'est vraiment, Ouais. quelque chose qu'on a en tête, ouais, et c'est pour ça aussi qu'on veut développer ces modèles d'IA hybrides où on pourra mieux contrôler et essayer de mieux comprendre, les décisions. Enfin, d'avoir des choses qui sont plus faciles à comprendre aussi pour le grand public. Oui, parce qu'on a ce sentiment aussi qu'il n'y a pas de limite. On voit pas, enfin, on voit difficilement aujourd'hui jusqu'où ça pourrait aller. Et voilà, c'est aussi ce sentiment-là qui est assez vertigineux, quoi. Oui, oui, alors après c'est aussi, assez magique et c'est assez stupéfiant ce que ces modèles peuvent faire bon dans un côté leurs limites nous permettent aussi de mieux comprendre, la richesse de l'humain par rapport à ces choses-là. Mais c'est vrai qu'il est très important de mettre des normes sur les utilisations, sur les applications industrielles qu'on veut faire avec l'IA et voilà, ça c'est à la société de prendre en main ça, incluant les chercheurs, mais à tout le monde de donner son avis de donner les limites qu'il veut poser à ces développements. Vous parliez d'humain, vous êtes engagé, ce sera une de mes dernières questions, pour les femmes en sciences. Pourquoi, là aussi, c'est un combat qui vous tient à cœur? C'est un combat qui est partagé d'ailleurs avec les Matansen, hein, je le précise tout de suite. Oui et avec Anity aussi. Pour moi, c'est évident qu'en fait, la diversité est, cruciale dans n'importe quel champ de connaissances, puisque chaque personne vient avec, une expérience, un parcours différent, qu'elle apporte donc des idées, peut-être des focus, des centres d'attention qui vont être différentes et par exemple, c'est assez probable qu'une femme va être plus sensible au fait qu'un modèle est un comportement sexiste, comme on avait ces modèles de traduction où un docteur, c'est toujours masculin, une infirmière, c'est toujours féminin. Donc voilà et on est loin de la parité et on est loin de la parité sûrement pour des mauvaises raisons, hein. Pourquoi les filles vont moins vers les carrières scientifiques? C'est des mauvaises raisons. Donc voilà, c'est important de montrer que les femmes y ont toute leur place et surtout qu'elles sont vraiment nécessaires et bon, en fait, c'est pas le seul aspect du problème, hein, c'est une diversité plus générale, il y a aussi une disparité socio-économique au sein de la recherche, au sein du domaine de l'IA, de l'informatique. Il faut inclure la société telle qu'elle est en fait pour que ça marche au final. Est-ce que vous vous sentez un rôle de passeuse? Et est-ce que vous avez des figures comme ça, un peu tutélaires, féminines, qui vous ont permis d'avancer ou qui vous ont même donné envie? Dans mon domaine, ce qui est un peu différent, c'est qu'il y a beaucoup de linguistes et à l'origine, c'était d'abord des linguistes qui ont fait de l'informatique, puis des informaticiens qui sont venus. Donc, dans la linguistique, il y a plus de femmes. Donc Mhm. moi, j'avais une directrice de recherche, Laurence Banlos, qui était une femme. J'ai des grandes figures dans mon domaine qui sont des femmes et donc j'ai peut-être moins eu, ce sentiment-là. Moi, personnellement, je sais pas si je me sens déjà ce rôle-là, mais j'essaye en tout cas d'avoir des actions pour montrer, aux filles autour de moi qu'il y a vraiment, toute leur place à avoir, dans mon domaine.
Voilà, c'était Chloé Brault, chercheuse spécialisée en traitement automatique des langues, chargée de recherche à l'IRIT, l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Elle fait notamment partie de l'ANITI, un institut interdisciplinaire dédié à l'intelligence artificielle, labellisé en 2019 dans le cadre du programme national français 3IA. Si vous voulez en savoir davantage sur le programme du Printemps des mathématiques organisé par les Maths en Scène, rendez-vous sur le site de l'association lesmathensscènes.fr ou sur le site de Radio de l'Ers. À la page dédiée à cette série d'interviews, vous pourrez écouter nos précédents podcasts, mais aussi télécharger le programme du festival. Je vous rappelle également que le générique de ce podcast a été généré par une intelligence artificielle. Vous pouvez retrouver notre podcast sur toutes les plateformes telles que Podcast Addict, Spotify, Deezer, Apple Podcast, mais aussi sur notre chaîne YouTube et bien sûr sur le site de radiodelers.fr. Dans le prochain numéro de ce podcast, nous ferons connaissance avec la présidente de l'association Les Maths en Scène, Ouria Lafrance. Elle est professeure de mathématiques et elle est la cheville ouvrière de toutes les actions que mène l'association Les Maths en Scène. Elle nous parlera de la programmation du festival, le Printemps des mathématiques, mais elle reviendra également sur les enjeux que recouvre aujourd'hui la culture scientifique et aussi sur son parcours personnel. Ce sera notre dernier podcast de cette série consacrée au Printemps des mathématiques 2025 qui se déroule, je vous le rappelle, du 13 mars au 25 avril avec notamment 2 journées exceptionnelles du 20 au 22 mars.